Je m'appelle Camille Marchand. J'ai 30 ans. Et la nuit où ma famille m'a mise à la porte, j'ai appris que dans certaines maisons, le mensonge le plus bruyant est toujours celui qu'on croit en premier. Ma sœur se tenait dans le jardin en pleurant si fort qu'on aurait pu croire que sa vie entière venait d'être détruite, me pointant du doigt et hurlant que j'avais ruiné son mariage. Ma mère n'a pas posé une seule question. Mon père n'a pas demandé de preuves. Il m'a juste regardé avec dégoût et a crié « Sors d'ici, tu n'es pas digne de cette famille ». Puis il a commencé à jeter mes affaires sur la pelouse. Mes chaussures ont frappé l'herbe mouillée. Mes livres ont atterri dans la terre. Un cadre photo s'est brisé contre l'allée. Ma sœur continuait de sangloter en disant que j'avais présenté à son mari la femme qui avait détruit leur foyer, que j'avais ouvert la porte à sa trahison, que rien de tout cela ne serait arrivé si j'étais restée en dehors de sa vie. Je savais qu'elle mentait. Je l'ai su instantanément. Mais quand votre propre mère refuse de vous regarder et que votre père pousse votre valise hors du perron avec son pied, la vérité commence à paraître plus petite que la honte. Alors je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai ramassé ce que je pouvais, j'ai marché jusqu'au trottoir et je suis partie. Une semaine plus tard, j'étais assise seule dans une petite dépendance louée avec un livre ouvert sur mes genoux, essayant de réapprendre à mon corps ce qu'était le calme quand un email est arrivé. L'expéditeur m'a fait me redresser. L'objet du message m'a noué l'estomac. Je l'ai ouvert, je l'ai lu une fois, puis une deuxième, et au moment où j'ai atteint la pièce jointe, j'ai compris exactement pourquoi ma sœur avait été si désespérée de me blâmer en premier. En moins de 20 minutes, mon téléphone a explosé. Ma sœur écrivait « S'il te plaît n'envoie pas cet email ». Ma mère disait « Nous nous sommes trompés, s'il te plaît donne-nous une chance ». Mon père disait « Nous devons parler, reviens à la maison ». J'ai fixé l'écran, j'ai pensé au cadre brisé dans le jardin, et j'ai répondu avec 2 mots. Non, jamais. Mais avant de vous montrer ce qu'il y avait dans cet email et pourquoi il a fait passer ma famille de l'arrogance à la terreur en moins d'1 heure, dites-moi ceci. Si vos propres parents vous mettaient à la porte à cause d'un mensonge, leur pardonneriez-vous un jour? La vérité est que la nuit où j'ai été expulsée n'était pas le début. C'était juste le moment où le mensonge de ma sœur a enfin trouvé son public. J'ai emménagé dans une minuscule dépendance dans le quartier des Chartrons à Bordeaux. 2 jours plus tard, j'ai découvert qu'elle avait des murs fins, un escalier étroit, un tiroir de cuisine bancal qui ne fermait jamais complètement et une petite fenêtre au-dessus de l'évier faisant face à un mur de briques. Ce n'était pas beau, mais c'était à moi. Et il y avait quelque chose d'étrangement réconfortant à être dans un endroit où personne ne pouvait soudainement décider que je n'y avais pas ma place. Je travaillais comme responsable des collections dans un musée maritime, ce qui semble plus prestigieux que ça ne l'est en réalité. La plupart du temps, mon travail consistait à préserver de vieilles cartes, à cataloguer des instruments provenant de navires disparus et à manipuler des objets qui avaient survécu aux tempêtes, à la guerre, à l'eau salée et au temps. J'avais l'habitude de penser que cela me rendait calme sous la pression. Après ce qui s'est passé avec ma famille, j'ai réalisé que cela m'avait juste rendu douée pour manipuler les choses brisées. Ma sœur aînée, Léa Marchand, vivait dans un monde totalement différent. Elle présidait des événements de charité, souriait pour les magazines locaux, organisait des brunchs pour des gens qui aimaient être photographiés en train d'aider les autres et se déplaçait dans Bordeaux comme si chaque pièce n'existait que pour la mettre en lumière. Son mari, Thomas Keller, était architecte. Calme, poli, pesant ses mots, le genre d'homme en qui on a immédiatement confiance parce qu'il ne semble jamais avoir besoin d'attention. Pour les étrangers, il semblait parfait. Pour les gens qui connaissaient bien Léa, il semblait mis en scène. 3 jours après mon départ, ma meilleure amie, Manon Brox, est arrivée avec des plats à emporter, 2 assiettes en carton et assez de colère en mon nom pour chauffer toute la maison. Manon concevait des expositions de musées, portait des taches de peinture sur ses jeans comme si elles faisaient partie de sa personnalité. Et s'était une fois fait bannir d'un déjeuner de donateurs pour avoir dit à un membre du conseil que sa vision n'était que de l'absurdité coûteuse avec un mauvais éclairage. Elle s'est assise en tailleur sur mon sol pendant que je lui racontais tout. L'accusation, les cris, les cartons dans le jardin, la façon dont ma mère n'a jamais demandé si c'était vrai. Quand j'ai fini, Manon a dit « Cette histoire est trop propre.
Léa n'a pas paniqué et inventé ça sur le moment. Elle l'a construite avant d'en avoir besoin. Je voulais argumenter, surtout parce que j'étais assez fatiguée pour douter de moi-même. J'ai dit, ou peut-être que j'ai raté quelque chose. Peut-être que j'ai vraiment mis Thomas en contact avec la mauvaise personne au mauvais moment. Manon a posé sa fourchette et m'a regardé droit dans les yeux. Camille, c'est exactement ce sur quoi comptent les gens comme Léa. Ils te font douter de ta propre mémoire pendant qu'ils dirigent tous les autres vers la version qui les protège. Puis elle a dit la phrase qui a changé la direction de tout. Alors arrête de penser de manière émotionnelle et commence à penser de manière historique. Que s'est-il passé avant le mensonge? Le lendemain, alors que je réétiquetais des outils de navigation en laiton dans les réserves du musée, Manon m'a envoyé un message. Chloé Mercé veut parler, ne gâche pas cette chance. Chloé avait coprésidé des galas de charité avec Léa et possédait un de ces cerveaux sociaux qui se souvenait de tout. Qui est arrivé en retard? Qui est parti tôt, qui a souri trop vite, qui a trop bu, qui a dit une chose en public et une autre dans le couloir? Nous l'avons rencontrée ce soir-là dans un bar à vin près de la place des Quinconces. Elle portait un rouge à lèvres éclatant et l'expression d'une femme qui regrettait d'avoir accepté ce rendez-vous avant même que nous soyons assises. Au début, elle nous a servi des banalités polies. Léa était sous pression. Le divorce était éprouvant. Les familles étaient compliquées. Puis Manon s'est penchée en avant et a dit, c'est élégant, Chloé, mais ça ne répond pas à la vraie question. Pourquoi Léa était-elle si prête à blâmer Camille? Chloé s'est tue. Elle a remué les glaçons dans son verre une fois et a baissé la voix. Parce qu'elle avait déjà peur d'autre chose, a-t-elle dit. Mon pouls a bondi. Quelque chose d'autre comme quoi? Elle a hésité, puis a fini par dire. Il y avait des rumeurs sur Léa et un homme du Conseil de restauration du patrimoine. Rien de public, juste des murmures, assez pour qu'elle commence à surveiller Thomas de près, presque comme si elle avait besoin qu'il soit coupable avant que quelqu'un ne regarde de trop près de son côté. C'était la première vraie fissure. Puis Chloé nous a donné un nom, Grégoire Ellis. Il s'occupait de la logistique pour le week-end de préservation du printemps. Elle a dit, si quelqu'un sait qui était où, c'est lui. Après le départ de Chloé, je suis restée assise à fixer mon verre. Manon attrapait déjà son sac comme si la nuit ne faisait que commencer. Mais quand je suis rentrée chez moi, l'adrénaline est retombée et m'a laissée avec quelque chose de plus laid. L'épuisement. Le vrai épuisement. Celui qui fait paraître la disparition plus facile que la lutte. J'ai regardé les messages non lus de ma mère me demandant d'être raisonnable. Et pendant quelques minutes, j'ai honnêtement envisagé de tout laisser tomber. Qu'ils gardent le mensonge. Qu'ils se gardent les uns les autres. Qu'ils prétendent que j'étais le problème si cela m'achetait la paix. Puis mon téléphone a vibré. Manon m'avait envoyé une photo du tiroir bancal de ma cuisine avec une phrase en dessous. Même ce tiroir sait qu'il est cassé. Ça ne veut pas dire que tu dois prétendre qu'il fonctionne. J'ai ri malgré moi. Ce message stupide m'a empêché d'abandonner. Et le lendemain matin, je suis allée rencontrer Grégoire. Grégoire Ellis nous a retrouvés dans un restaurant d'huîtres sur le quai de la Fosse. Et dès la seconde où il s'est assis, il était évident qu'il détestait le désordre. Il ressemblait au genre d'homme qui repasse ses chemises en écoutant de la musique classique et utilise des rappels de calendrier pour des choses que la plupart des gens se contentent de mémoriser. Sa voix était calme, sa montre parfaitement polie, et ses premiers mots ont été « Je ne suis pas ici pour me venger. Je suis ici parce que votre sœur a dépassé une limite. » Cela m'en a dit plus que n'importe quel potin. Les hommes comme Grégoire ne se mêlent pas d'histoire à moins que leur silence ne commence à ressembler à de la culpabilité. Il a expliqué que les rumeurs sur Léa avaient commencé des mois avant la demande de divorce. Elle passait trop de temps avec Damien Cross, un consultant en préservation marié qui se déplaçait dans le monde des associations de Bordeaux comme s'il appartenait à tout le monde et à personne à la fois. Au début, c'était facile à justifier. Réunion de comité, planification de donateurs, calendrier d'événements. Puis sont venus les appels stratégiques tard le soir, des demandes de chambres inhabituelles pendant les week-ends du conseil, et 2 moments distincts où Léa a commencé à poser des questions étranges sur Thomas,
à quelle femme il avait parlé lors des événements du musée. S'il avait semblé distrait ces derniers temps, si quelqu'un l'avait mentionné en train de parler à quelqu'un de nouveau. C'est ce qui m'a dérangé, a dit Grégoire, elle ne demandait pas comme une épouse inquiète. Elle demandait comme quelqu'un préparant une défense avant que l'accusation n'arrive. Mon torse est devenu froid. Vous en êtes sûr? Il m'a lancé un regard si assuré que j'ai presque eu honte d'avoir posé la question. Camille, je gère des gens pour gagner ma vie. Je connais la différence entre la panique et la planification. Puis il a fait glisser un imprimé plié sur la table. C'était une feuille de logistique d'un week-end de préservation à Saint-Émilion. La majeure partie était banale. Heure d'arrivée, note de chambre, contact des fournisseurs, mais là, écrit à la main dans la marge, se trouvaient 2 ajustements discrets. Léa Marchand, Damien Cross, même étage, même aile. Réattribution discrète. Aucune copie pour les conjoints. Manon a expiré doucement. J'ai fixé la page et j'ai senti mon estomac se nouer. C'était quelque chose, mais pas assez. Pas pour des gens comme mes parents. Pas pour une femme comme Léa. Elle peut justifier cela, ai-je dit. Coïncidence liée au travail. Mauvaise interprétation. Grégoire a acquiescé. Probablement. C'est pourquoi vous avez besoin de quelque chose venant de l'intérieur du mariage. Il m'a donné le nom de Thomas avant que je ne le demande. Il soupçonnait que quelque chose n'allait pas bien avant qu'elle ne demande le divorce. Mais Léa a crié plus fort la première, et une fois qu'elle l'a fait, tout le monde a cessé de poser des questions. J'ai contacté Thomas ce soir-là. Je m'attendais au silence, peut-être à de la colère, peut-être à un refus poli. Au lieu de cela, il a répondu en moins de 10 minutes. Demain matin me convient. Nous nous sommes retrouvés le lendemain matin sur un banc ombragé dans un square. Thomas ressemblait à un homme qui n'avait pas dormi depuis des mois et qui venait seulement de l'admettre. Il n'a pas perdu de temps. Léa a dit à nos 2 familles que tu m'avais présenté une femme par le biais du musée, a-t-il dit. Elle a dit que des limites émotionnelles avaient été franchies. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Est-ce le cas? Tout son visage s'est durci. Non, j'ai parlé à cette donatrice 2 fois, les 2 fois en public, et les 2 conversations ont duré peut-être 5 minutes. Léa avait besoin d'une version des faits qui la ferait paraître blessée au lieu de coupable. Je lui ai tendu l'imprimé de Grégoire. Il l'a lu lentement, la mâchoire serrée. Je le savais, a-t-il murmuré. Puis il m'a dit quelque chose qui a fait basculer toute l'histoire. Des mois plus tôt, l'une des confirmations d'hôtel de Léa s'était synchronisée par erreur sur une vieille tablette partagée. Elle l'avait supprimée avant qu'il ne puisse l'enregistrer. Mais il se souvenait du nom de l'hôtel car ce n'était pas un endroit qu'il fréquentait en couple et elle n'avait aucune raison d'y aller. Au moment où il l'a dit, mon corps entier s'est figé. L'hôtel du Grand Large, un établissement de charme à l'écart de la ville. Je le connaissais parce que le musée y avait organisé un dîner de donateurs l'année précédente et j'avais coordonné les listes de contacts pour les réservations. Cela signifiait que si Léa avait réutilisé un ancien profil de réservation lié à cet événement et avait oublié de supprimer mon email professionnel du système de notification en arrière-plan, toute correction, résumé de facturation ou avis de chambre automatisé aurait pu m'être envoyé par erreur. C'était peu probable, et avant que nous ne poursuivions cette piste, l'univers nous a jeté une distraction. Chloé a envoyé un message à Manon le même après-midi, hors d'haleine avec de nouveaux potins. Apparemment, une femme à l'église prétendait que Damien n'était même pas le seul homme dont Léa s'était rapprochée. Pendant 2 heures, Manon et moi avons suivi cette piste avec acharnement. Cela n'a mené nulle part. Impasse, mauvais potin, peut-être un bruit délibéré pour brouiller les pistes. Je me suis assise à ma table de cuisine ce soir-là avec un mal de crâne et un tas de papier et j'ai dit, et si toute cette histoire n'était que des murmures et des coïncidences? Manon s'est appuyée contre mon comptoir, les bras croisés. Alors on le découvre et on arrête. Mais on ne s'arrête pas juste parce que Léa est meilleure comédienne que toi. Elle avait raison. Alors au lieu de confronter ma sœur avec des demi-preuves et de la laisser s'en sortir par les pleurs, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher quelque chose sur lequel elle ne pourrait pas jouer la comédie.
Quelque chose qui ne se soucierait pas de la conviction de ses larmes, quelque chose d'écrit. Le jour suivant a été une torture. J'ai passé la matinée au musée à faire semblant de fonctionner comme un être humain normal alors que mes pensées tournaient sans cesse autour de la même possibilité. Pendant le déjeuner, j'ai extrait les fichiers d'archives du dîner des donateurs du musée à l'hôtel du Grand Large et j'ai fouillé chaque vieille feuille logistique, liste de chambres et profil de notification que je pouvais trouver. C'était là, un profil d'événement interne de l'année précédente avec mon adresse email de musée attachée comme contact secondaire pour les ajustements de réservation et les corrections de facturation. Pas les notes privées des clients, mais le surplus administratif auquel personne ne pense jusqu'à ce que ça tourne mal. Si Léa avait réutilisé une partie de ce profil d'événement en réservant un séjour privé et avait omis de supprimer mon adresse, le système de l'hôtel pourrait absolument m'envoyer quelque chose par erreur. C'était tout ce dont j'avais besoin, une piste. J'ai rédigé un message prudent au service des relations clients. Je n'ai accusé personne. Je n'ai mentionné ni liaison, ni ma famille, ni le divorce de Léa. J'ai simplement expliqué que je pensais que mon email professionnel pourrait encore être attaché par erreur à un profil de réservation réutilisé provenant d'un précédent événement associatif et j'ai demandé si des avis administratifs récents avaient été mal acheminés. Puis je l'ai envoyé et j'ai essayé de ne pas vérifier ma boîte de réception toutes les 3 minutes comme une folle. Vers le milieu de l'après-midi suivant, je commençais à penser que la piste était morte. À 15 heures, je me détestais d'avoir espéré. À 16 heures, j'étais dans la salle de préparation du musée, tenant un compas en laiton restauré et pensant que peut-être l'épreuve n'aurait de toute façon aucune importance. Peut-être que ma famille avait déjà choisi l'histoire qu'elle préférait parce qu'elle était plus facile que la honte. Puis mon téléphone a vibré. Un nouvel email. Expéditeur relations clients hôtel du Grand Large. Objet, correction du contact de notification secondaire avec résumé de facturation joint. J'ai posé le compas et ouvert l'email. La première ligne était polie. La seconde a tout changé. L'hôtel s'excusait pour le désagrément et confirmait que mon adresse email était par erreur restée attachée comme contact de notification secondaire sur un profil de réservation exécutif réutilisé. Joints pour mes dossiers se trouvaient les avis de réservation corrigés et les résumés de facturation qui avaient été générés avant que l'erreur ne soit découverte. Mes mains n'ont pas tremblé. Pas au début. J'ai ouvert le PDF et lu chaque page. Léa Marchand, Damien Cross, 2 suites adjacentes, 2 week-ends séparés, préférence de confidentialité demandée, service de 20h le soir, registre du voiturier, service d'étage après minuit, une note mentionnant des arrangements d'accès discrets. Je suis revenue au corps de l'email et je l'ai relu parce que je devais être absolument certaine de comprendre ce que je regardais. Et c'était là, clair et dévastateur. Ce n'étaient pas des potins, des soupçons ou un mystérieux avertissement anonyme. C'était une correction administrative propre de l'hôtel lui-même, expliquant que mon ancien email professionnel était resté lié à un profil de réservation réutilisé et que les dossiers joints avaient été générés avant que l'erreur ne soit corrigée. C'était l'email. C'était la chose dont ma famille allait avoir une terreur bleue. Une confirmation ennuyeuse, professionnelle, impossible à nier par des pleurs, prouvant que ma sœur avait été exactement là où elle n'aurait pas dû être, avec exactement l'homme avec qui elle n'aurait pas dû être pendant la même période où elle m'accusait de ruiner son mariage. J'ai envoyé 3 mots à Manon. Je l'ai. Elle a appelé immédiatement, lis-le-moi. Je l'ai fait. Au moment où j'ai fini, elle était déjà dans sa voiture. Nous nous sommes assises sur le parking du musée avec la pièce jointe ouverte entre nous et elle a dit, c'est pour ça que les gens comme Léa craignent la paperasse. On peut discuter avec le drame. On ne peut pas discuter avec les registres. J'avais encore un choix à faire. L'envoyer immédiatement ou confronter Léa en premier. J'ai choisi la confrontation. En partie parce que je voulais voir son visage quand la mise en scène échouerait. En partie parce que les menteurs acculés révèlent parfois plus qu'ils ne le souhaitent. Elle a ouvert la porte de son appartement de luxe en pull de cachemire crème avec un maquillage impeccable comme si la femme qui avait sangloté dans le jardin de nos parents avait été jouée par une doublure. « Qu'est-ce que tu veux » a-t-elle lancé. Je suis entrée avant qu'elle ne puisse me bloquer le passage. Savoir pourquoi tu m'as blâmé pour ton divorce avant même que quiconque ne demande ce que tu cachais.
Elle a eu un petit rire dur. Tu es incroyable. J'ai levé mon téléphone. L'hôtel du Grand Large n'est pas d'accord. La réaction a été infime, mais je l'ai vue. Un tressaillement, une pause, une seconde où l'actrice en elle a raté sa réplique. De quoi parles-tu ? A-t-elle demandé. Je lui ai tendu la première page du résumé de facturation. Ses doigts se sont crispés. Ses yeux se sont baissés. Quand elle a relevé la tête, la peur avait enfin remplacé la performance. Où as-tu eu ça ? A-t-elle chuchoté. De l'email que ton imprudence a envoyé à la mauvaise personne. J'ai dit qu'elle avait tenté le déni, puis l'indignation, puis l'offense. Alors maintenant tu m'espionnes. Non, j'ai dit que tu avais réutilisé un vieux profil et que tu t'étais accidentellement dénoncé tout seul. Elle s'est détournée, puis a dit la seule chose qui a rendu toute la pièce glaciale. Thomas partait de toute façon. Je me suis approchée. Alors pourquoi me blâmer moi ? Elle s'est retournée brusquement et a sifflé, parce que tu étais pratique. 4 mots. C'était tout. Pas de chagrin, pas d'excuses, pas de panique, juste un sentiment de supériorité. Ma vie avait été plus facile à sacrifier que sa réputation. Cette phrase a tué le dernier morceau de sympathie qu'il me restait. Je suis sortie sans dire un mot de plus. À mi-chemin du pâté de maison, mon téléphone a commencé à s'allumer avec des appels de ma mère, puis de mon père, puis de Léa. Je n'ai pas répondu. Ils savaient déjà. La seule question maintenant était de savoir ce que j'allais en faire. Ce soir-là, Manon et moi avons tout étalé sur ma table de cuisine comme si nous construisions une pièce à conviction juridique au lieu de survivre à une trahison familiale. Les notes de chambre de Grégoire, la chronologie de Thomas, la capture d'écran de la menace de Léa, l'email de l'hôtel lui-même, les résumés de facturation joints, le choix des mots comptait, l'ordre comptait, par-dessus tout, la source comptait. Si je transférais simplement les factures d'hôtel, Léa dirait que je les avais volées ou manipulées. Mais l'email des relations clients changeait cela. Il expliquait exactement pourquoi les dossiers m'étaient parvenus et rendait le tout plus difficile à déformer. Nous avons construit l'email avec soin. Pas de cris, pas d'insultes, pas de mélodrame, juste la chronologie et les preuves. Je l'ai adressé à ma mère, mon père, Thomas et Léa. L'objet disait « Correction d'une fausse accusation et documentation jointe ». Dans le corps du texte, j'ai déclaré avoir été faussement accusé d'avoir causé la rupture du mariage de Léa en présentant une autre femme à Thomas. J'ai déclaré que ce matin-là, j'avais reçu une correction administrative de l'hôtel du Grand Large confirmant que mon email de musée était resté par erreur attaché à un profil de réservation réutilisé. J'ai déclaré que les dossiers joints documentaient Léa Marchand et Damien Cross réservant des suites adjacentes pendant la même période où Léa redirigeait les soupçons vers moi. Ensuite, j'ai joint l'email de l'hôtel lui-même, suivi des résumés de réservation. À la fin, j'ai écrit une dernière ligne. Je ne continuerai pas à porter un blâme qui a été fabriqué pour protéger la trahison de quelqu'un d'autre. Je l'ai envoyé à 8h12 ce matin-là. 7 minutes plus tard, Léa a appelé. Puis encore, puis ma mère. Puis mon père. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. À 8h29, les messages ont commencé. Léa, s'il te plaît n'envoie cet email nulle part ailleurs. Ma mère, nous nous sommes trompés. S'il te plaît donne-nous une chance. Mon père, nous devons parler. Reviens à la maison. Puis un autre de sa part. Cela doit rester privé. Privé. Ce mot m'a presque fait rire. Il n'y avait rien eu de privé dans le fait de voir mes affaires jetées dans le jardin comme des ordures. J'ai fixé l'écran, je me suis souvenu du son de la voix de mon père me disant que je n'étais pas digne de la famille, et j'ai renvoyé 2 mots. Non, jamais. Thomas a appelé d'un numéro que je n'avais pas encore mis sous silence. Et quand j'ai répondu, il est resté silencieux un moment avant de dire « merci ». Pas parce qu'il était heureux, pas parce que la vérité rendait le divorce plus facile, mais parce que quelqu'un avait enfin écrit ce que Léa avait passé des semaines à essayer d'enterrer sous ses performances. Il m'a dit que son avocat utiliserait l'email et les pièces jointes. Il a également dit que la femme de Damien avait déjà remis en question certains frais d'hôtel inexpliqués auparavant et qu'on lui avait menti. Maintenant,
elle avait une raison de ne plus accepter de réponses vagues. Vers midi, ma mère s'est présentée au musée. Une bénévole est venue me dire qu'une femme bouleversée attendait dans le hall. Et dès que je l'ai vue debout sous la fresque des navires battus par la tempête, triturant la lanière de son sac à main, j'ai su pourquoi elle était venue. « Camille, s'il te plaît » a-t-elle dit dès qu'elle m'a vue. « Ne nous fais pas ça. » Ce mot nous a résonné comme une insulte. « Vous m'avez déjà fait quelque chose » ai-je dit. « Vous m'avez mise à la porte sans me poser une seule question. » Elle a commencé à pleurer immédiatement. Léa nous a dit que... Je sais ce que Léa vous a dit, ai-je coupé. Je veux savoir pourquoi ma propre mère ne s'est pas souciée de savoir si c'était vrai. Elle a essayé le langage habituel. L'émotion, la confusion, la famille, la panique. Puis la vraie phrase a fini par s'échapper. Si cela s'ébruite, Léa pourrait tout perdre. C'était donc ça. Pas de chagrin pour moi, de la peur pour elle. Elle aurait dû y penser avant d'utiliser ma vie comme bouclier, ai-je dit. Elle a tendu la main vers mon bras. J'ai reculé. Reviens à la maison, a-t-elle chuchoté. Nous pouvons arranger ça. Je l'ai regardée pendant un long moment et j'ai dit, une maison n'est pas un foyer quand elle expulse la mauvaise fille pour protéger la coupable. Ce soir-là, mon père m'a envoyé un message me demandant de venir à la maison pour une seule conversation. J'y suis allée parce qu'une partie de moi avait besoin d'entendre à quoi ressemblait la vérité dans cette pièce une fois que le mensonge avait cessé de fonctionner. Léa était déjà là, pâle, en colère. Ma mère avait des mouchoirs prêts sur la table basse. Mon père se tenait derrière sa chaise comme si sa posture pouvait d'une manière ou d'une autre créer de la dignité. Il a commencé par « Tu as prouvé ton point de vue ». J'ai dit « Non, les documents ont prouvé mon point de vue. Je les ai juste transmis ». Léa a commencé à parler de pression, de solitude, de tension émotionnelle, de la complexité des mariages, de la façon dont les erreurs arrivent. Puis elle a adouci sa voix et a dit « Je n'ai jamais voulu que Camille soit blessée à ce point. Je l'ai fixée. Tu as utilisé mon nom avant même que quiconque ne pose de questions. Tu voulais que je sois assez blessée pour te sauver. » Pour la première fois de la soirée, personne ne m'a interrompu. Mon père a fini par demander « Qu'est-ce que tu veux ?» C'était la première vraie question que quelqu'un me posait depuis le jardin. Je veux la vérité, formulée clairement. J'ai répondu, je n'ai pas causé ton divorce. Je n'ai pas trahi cette famille. J'ai été mise à la porte parce que Léa a menti. Le silence s'est étiré. Puis mon père a dit sans me regarder. Tu n'as pas causé le divorce. Ma mère a ajouté, nous avons agi trop vite. Trop vite, pas cruellement, pas honteusement, juste trop vite. Puis j'ai regardé Léa et j'ai demandé, est-ce que tu l'admets? Elle a fermé les yeux et a chuchoté, oui. Cela aurait dû ressembler à une victoire. Au lieu de cela, cela semblait tardif, mince, lâche. Et puis mon père a tout gâché en disant, maintenant, nous devons gérer cela en famille. C'est là que j'ai compris exactement ce qu'il voulait. Pas de justice, pas de guérison, mais du confinement. Alors je me suis levée et j'ai dit, vous ne demandez pas le pardon. Vous demandez le contrôle. Personne ne l'a nié. Je suis sortie pour la deuxième fois. Et cette fois, personne n'a prétendu ne pas savoir pourquoi. Une fois que la vérité a été écrite, elle a cessé d'appartenir seulement à ma famille. L'avocat de Thomas a demandé des copies de l'email de l'hôtel et des pièces jointes, et je les ai envoyées. Damien Cross a brusquement démissionné de 2 comités de préservation au cours de la même semaine. Une famille de donateurs s'est discrètement retirée d'un événement que Léa était censée aider à diriger. Une coprésidente d'association caritative a trouvé une excuse d'emploi du temps pour s'éloigner d'elle. Rien de tout cela n'est arrivé parce que j'ai couru partout en ville pour raconter mes histoires. C'est arrivé parce qu'une fois que la preuve existe, les gens commencent à poser leurs propres questions. Et ma sœur avait construit sa vie entière sur l'hypothèse que personne ne le ferait jamais. 3 jours plus tard, Léa s'est présentée seule à ma dépendance. Pas de maquillage, pas de sourire poli, pas de témoin. Elle se tenait derrière la porte grillagée, les bras croisés comme si elle avait froid. « Je peux entrer ?» a-t-elle demandé.
J'ai gardé la grille entre nous. Dis ce que tu as à dire. Elle paraissait plus petite que d'habitude, mais pas plus douce. C'est une différence importante. Damien nie tout au-delà de l'amitié. Elle a dit que Thomas utilisait les dossiers. Maman ne peut pas dormir. Papa ne veut même plus me regarder. Tu as eu ce que tu voulais. Cette phrase m'a prouvé qu'elle n'avait toujours rien compris. Non, j'ai dit que ce que je voulais, c'était de ne pas être jetée de ma maison à cause de ton mensonge. Sa mâchoire s'est crispée. J'étais désespérée. Tu étais délibérée. Elle a tressailli à cela. Pendant une seconde, j'ai presque vu de l'honnêteté. Je ne pensais pas que cela irait aussi loin, a-t-elle dit. C'est allé exactement aussi loin que tu étais prête à le laisser aller, tant que cela retombait sur moi au lieu de toi. Puis elle m'a demandé si je voulais bien parler à Thomas pour lui demander d'être raisonnable. J'ai littéralement ri. Tu m'as blâmé pour ton divorce. Tu m'as fait expulser. Et maintenant tu veux que je t'aide à gérer les retombées. Je suis ta sœur, a-t-elle lâché. Tu l'étais, ai-je dit calmement. Jusqu'au moment où tu as décidé que ma vie était un dommage collatéral acceptable. Elle m'a regardé comme si je l'avais trahi, ce qui aurait été drôle si ce n'était pas si pathétique. Alors c'est tout, a-t-elle exigé. Tu me coupes les ponts pour toujours. J'ai pensé aux années d'excuses, à la façon dont elle m'avait qualifiée de pratique, à l'absence totale de véritables excuses. Non, ai-je dit. Tu m'as coupé les ponts la première. Je refuse juste de ramper pour revenir. Elle est partie furieuse. Curieusement, cela m'a fait me sentir plus légère. La colère signifiait qu'elle m'avait entendue, même si elle ne l'admettrait jamais. Ma mère a appelé ce soir-là pour me demander d'être compatissante. Mon père a envoyé un message 2 jours plus tard proposant une thérapie familiale maintenant que tout était au grand jour. J'ai ignoré les deux, non pas parce que je voulais me venger à ce stade, mais parce que j'avais enfin appris la différence entre guérir et être entraînée à nouveau dans une mise en scène. Vers la même époque, la directrice de mon musée m'a appelée dans son bureau. Je suis entrée en me préparant à l'éventualité que le nom de Damien Cross puisse déborder sur ma vie professionnelle. Au lieu de cela, elle a dit, j'ai entendu dire qu'il pourrait y avoir des retombées personnelles touchant certains cercles associatifs. Si quelqu'un essaie de traîner le musée ou votre rôle dans des commérages, nous y couperons court. J'ai failli pleurer devant l'étrange sensation d'être protégée sans avoir à supplier pour cela. Les semaines ont passé. La dépendance a commencé à ressembler moins à un exil et plus à un commencement. Manon m'a aidé à peindre un mur en bleu marine parce que, selon ses mots, tu as besoin d'au moins une surface ici qui ressemble à l'avenir. Elle a aussi continué à m'apporter de petits cadeaux pratiques, une boîte à outils, des torchons de qualité, des étiquettes pour mes bocaux, une lampe qui éclairait vraiment toute la pièce. Chacune de ces choses signifiait plus que les grands messages émotionnels que ma famille a commencé à envoyer une fois qu'ils ont réalisé que je ne reviendrais pas automatiquement. Ma mère a fini par me laisser un message vocal disant « Je sais que nous t'avons laissé tomber ». C'était ce qu'elle a fait de plus proche d'une véritable excuse. Mon père n'est jamais allé aussi loin. Ses remords sont restés procéduraux, comme si une déclaration rectifiée pouvait compenser une humiliation publique. Ce n'était pas le cas. Et dans le calme après tout cela, j'ai réalisé quelque chose sur les histoires de vengeance que personne ne dit assez. La vengeance ne consiste pas toujours à détruire quelqu'un. Parfois, il s'agit de refuser de continuer à porter ce qu'ils ont mis sur vous. Parfois, il s'agit de laisser la vérité faire le gros du travail pendant que vous vous retirez de dessous le mensonge. Environ 1 mois après l'email, Thomas a demandé à me voir une dernière fois dans un café près du fleuve. À ce moment-là, le divorce était passé du choc à la logistique, et il paraissait moins brisé qu'avant, bien que toujours fatigué de cette manière profonde et permanente que la trahison laisse sur un visage. Il a fait glisser un document sur la table et a dit « Tu pourrais vouloir ceci ». C'était une déclaration signée de sa part confirmant en termes clairs que je n'étais jamais intervenue dans son mariage, que je n'avais jamais encouragé de relations inappropriées et que j'avais été faussement blâmée après que l'implication de Léa avec Damien Cross a commencé à faire surface. J'ai fixé le papier pendant un long moment. Après des semaines à défendre ma réalité, c'était là par écrit, venant de la seule personne dont la voix rendait le mensonge impossible à raviver.
Tu n'étais pas obligé de faire ça, ai-je dit. Il a eu un demi-sourire fatigué. Peut-être pas, mais j'en ai fini de regarder Léa tout réécrire. Puis il a ajouté la phrase qui est restée en moi plus longtemps que le papier lui-même. Tu étais la seule personne honnête dans une maison pleine de faux-semblants. C'était le véritable centre de toute l'histoire, la mise en scène. Léa jouait la victime. Ma mère jouait la paix. Mon père jouait l'autorité. Et pendant des années, j'ai joué le pardon, espérant que cela finirait par m'apporter l'équité. Ce ne fut pas le cas. Une fois que j'ai arrêté de jouer, tout a basculé. Mes parents ont plus tard apporté les dernières affaires qui restaient encore chez eux. Ma mère a pleuré dans l'allée. Mon père a porté le carton le plus lourd comme si un labeur silencieux pouvait remplacer les remords. Quand il a dit « Il y aura toujours une place pour toi parmi nous ». J'ai répondu « Il n'y en avait pas quand c'était important », il n'a pas trouvé de réponse. C'était peut-être le premier silence honnête qu'il m'ait jamais offert. Léa a quitté son appartement peu de temps après. Damien Cross a disparu du circuit associatif. Ma sœur n'a pas absolument tout perdu. Les gens comme Léa perdent rarement tout. Mais elle a perdu quelque chose sur lequel elle avait toujours compté, le pouvoir de façonner le récit avant que les faits n'arrivent. Quant à moi, je suis restée à Bordeaux. J'ai gardé mon travail. J'ai recommencé à dormir toute la nuit. J'ai appris quelle marche de la dépendance grinçait et j'ai cessé de l'entendre comme de la solitude. Manon insistait sur le fait que je paraissais plus grande ces derniers temps. C'était peut-être vrai. La honte courbe l'échine plus que le chagrin. À l'anniversaire de la nuit où j'ai été mise à la porte, ma mère a envoyé un SMS. Je prie toujours pour que tu nous reviennes. Je l'ai fixé un moment avant de répondre. Je me suis retrouvée moi-même. Cela doit suffire. Et c'était suffisant parce que la vraie fin de cette histoire n'est pas seulement qu'un email a tout changé. C'est comment il a tout changé. L'email provenait de l'hôtel du Grand Large, envoyé par le service des relations clients pour corriger une erreur de contact que Léa n'avait jamais remarquée. Il expliquait que mon ancien email professionnel était resté par erreur attaché à un profil de réservation réutilisé et incluait des résumés de facturation montrant que Léa et Damien avaient réservé des suites adjacentes pendant la même semaine où elle m'accusait de ruiner son mariage. Cet email unique a exposé la liaison, exposé le mensonge, exposé la rapidité avec laquelle ma famille a choisi la commodité plutôt que la vérité, et exposé à quel point ils sont devenus terrifiés dès que la paperasse a remplacé le mélodrame. C'est pour cela que les messages sont arrivés si vite. Non pas parce qu'ils m'aimaient soudainement mieux, mais parce qu'ils comprenaient soudainement que j'avais des preuves. Les gens parlent de la vengeance comme si elle devait ressembler à un incendie pour compter. La mienne n'y ressemblait pas. La mienne ressemblait à un objet de mail clair, une pièce jointe d'hôtel et la fin de ma coopération. La mienne consistait à refuser de revenir à la maison simplement parce que les gens qui m'avaient brisé avaient enfin pris peur. La mienne tenait en 2 mots, non, jamais. Cette histoire nous montre à quel point les dynamiques familiales peuvent être fragiles lorsque les apparences comptent plus que la vérité. Camille a été sacrifiée sur l'autel de la réputation de sa sœur, une situation que beaucoup de gens vivent en silence. Ce qui est fascinant ici, c'est que ce n'est pas une confrontation dramatique qui a rétabli la justice, mais une simple erreur administrative. Cela nous rappelle que peu importe à quel point un mensonge est bien construit, il y a toujours une trace, un détail qui finit par remonter à la surface. La réaction des parents est aussi très révélatrice, ils ne cherchent pas le pardon par remords, mais par peur que le scandale ne les éclabousse. La véritable victoire de Camille n'est pas d'avoir dénoncé sa sœur, mais d'avoir eu le courage de ne pas retourner dans un environnement toxique, même quand on l'y a supplié. Elle a choisi sa propre paix plutôt que le confort d'une famille hypocrite. C'est une leçon puissante sur l'estime de soi et les limites à poser, même avec ses proches. Selon vous, la loyauté familiale doit-elle être inconditionnelle, ou y a-t-il des actes impardonnables qui brisent ce lien pour toujours ? Auriez-vous la force de pardonner à vos parents s'ils vous tournaient le dos à cause d'un mensonge, ou choisiriez-vous, comme Camille, de vous reconstruire loin d'eux ? Partagez votre avis et vos expériences en commentaire.